Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables mémoralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Salut à tous! Bonjour tout le monde. On est content de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Tout à fait. Kick le Boomer Dream. En plus, avec, je pense, un sujet qui est assez peu traité sur les autres podcasts. On espère qu'on va vous rendre ça intéressant, en tout cas. Ouais, parce que au final, c'est vrai que personne n'en parle trop, alors qu'en vrai, c'est un vrai levier d'enrichissement et de stratégie, en tout cas. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ou ceux que ça intéresse, en vrai, ça peut vachement aider, je pense. Et tu sais que c'est un sujet que j'ai dans la tête depuis quasiment 2 ans, depuis qu'on a démarré le podcast. Je me suis dit, tu sais, dans les premiers épisodes qu'on faisait, où on essayait de vous présenter un peu pas à pas chaque étape de l'acquisition d'un bien immobilier, il y avait les fameux diagnostics qu'au final on avait abordé rapidement dans un épisode et je m'étais dit c'est pas assez intéressant pour qu'on puisse faire un épisode complet dessus. Et là aujourd'hui on va le tourner autour des passoires thermiques et des DPE, donc ça va être l'occasion d'en reparler et je pense que là pour le coup on a de quoi faire un épisode intéressant. Oh my goodness. Avant ça, petite boom anecdote de la semaine, nous avons passé une plutôt bonne semaine. Oui, effectivement. Déjà, le premier point, c'est, vous avez dû le voir si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on a lancé la flooserie. Oui, on est super content d'avoir lancé la flooserie. On vous remercie d'ailleurs de l'accueil qu'elle a reçu. Ça, c'était un truc que peut-être vous nous direz pour ceux qui nous suivent aussi sur la flooserie. On hésite un petit peu à vloguer tout ce qui est la création de la flooserie, comment est-ce qu'on monte sur les réseaux, etc. Comment est-ce qu'on structure l'entreprise. C'est une idée de contenu qui nous est venue et qu'on a peut-être le temps de faire, vu que là, on est en plus au début. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, que vous attendez aussi comme contenu, parce que du coup, là, on va tester plusieurs formats de contenu. Et voilà, en vrai, giga hâte. On essaye de vous partager un peu plus de notre vie aussi. Et voilà. Et puis surtout d'être régulier, parce que sur les réseaux sociaux, c'est ça avant tout qui va marcher, c'est de publier du contenu souvent. Après, de temps en temps, t'en as un qui pète et qui te rapporte plus d'abonnés que d'autres. Mais bon, ça va être un petit peu sympa. Et en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore follow le compte La Flooserie, n'hésitez pas à aller le retrouver. Si vous êtes déjà abonné au compte du podcast sur Kick le Boomer Dream, vous avez le lien en description, donc c'est facile à trouver. Ouais. Quoi d'autre cette semaine, punaise? Si, nous avons eu un rendez-vous des plus importants. Alors en fait, c'est un peu en demi-teinte parce que sur le moment, on était refait. Ouais. Si tu veux raconter un petit peu. Allez, je raconte, c'est moi qui ai fait le rendez-vous. Ben, en fait, on a notre fameux appartement en état d'insalubrité où, en fait, pour vous... T'as dit ça de manière très agressive. Hein, ouais, en fait, ce truc dure depuis tellement longtemps et qu'en fait, à chaque fois, on se dit, vas-y, on leur fait l'épisode pour tout détailler. Et à chaque fois, je dis, attends, on attend que ce soit réellement fini. Et normalement, ça aurait dû être quasiment fini cette semaine parce qu'en fait, on a enfin fait le rendez-vous, la contre-visite avec le fameux inspecteur qui vient vérifier si votre appartement n'est pas insalubre, s'il est aux normes, etc. Donc, le rendez-vous s'est globalement bien passé parce que c'était pas la même personne que la première fois. Je n'ai pas posé trop de questions, mais étant donné qu'il avait le même numéro de téléphone que l'ancien, je suppose simplement que l'ancien n'est plus à ce poste-là. Et le nouveau, bon, il a fait un peu le cow-boy, mais il était quand même un petit peu plus agréable que le premier. Et il nous a validé tous les points, sauf un point qui nous avait pas été demandé à la base. Ouais. Qui est, excusez-moi, qui est le remplacement des fenêtres. Parce que en fait c'est un appartement qui était encore en simple vitrage avec des menuiseries assez anciennes qu'on avait voulu changer. Le problème c'est qu'on est dans une copro, faut demander l'accord de la copro pour le faire et qu'en plus la copro fait l'objet d'un plan de rénovation globale avec l'ensemble des appartements en fait, parce qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont dans le même cas que le nôtre. C'est une grosse copro hein, quand même. Je sais pas combien il y a de logements en tout. Il y a 194 lots. Voilà, donc c'est énorme. C'est assez important et surtout
surtout ce plan de rénovation globale fait l'objet de subventions par la ville, par l'État, etc. Donc en fait, on a tout intérêt à attendre que ce soit fait. C'est vrai que ça met beaucoup de temps parce que vous imaginez bien déjà l'inertie quand on veut faire des travaux dans une copropriété. Et ça, c'était un point qu'on avait eu le début de l'histoire qu'on avait réglé, que l'ancien inspecteur nous demandait pas. Et en fait, le nouveau, il est parti. Il m'a dit, ok, ben c'est très bien, vous recevrez en gros la levée de l'arrêté d'insalubrité d'ici 15 jours par courrier. Du coup, moi, on fait péter le champagne, ça y est, c'est même là qu'on a fait une story sur le compte. 2 heures après, il me rappelle, il me dit, oui, par contre, ça va pas du tout. En fait, j'ai regardé dans votre dossier, je retrouve pas les éléments comme quoi les menuiseries vont bientôt être changées. Et là, direct, ça commence à me prendre la tête parce que je me suis dit, putain, il nous demande encore des papiers. En fait, cette histoire, ça finit jamais. Donc, j'ai fait ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est que je l'ai bombardé de documents. Ouais, des tableaux, Des tableaux imbuvables où il y a 194 pages, etc. sur la rénovation de cette copro qui est en cours. Donc on espère que ça va passer. Bah, en fait, c'est surtout que on a un constat d'huissier qui déjà constate que l'appartement n'est pas insalubre, que les menuiseries ne sont pas insalubres. Enfin, je veux dire, en fait, je suis désolée, hein, je vais bitcher un peu sur les fonctionnaires, mais en fait, il est personne, tu vois, il nous casse la tête, vous dire. Il nous casse la tête, en fait. Genre, en fait, ça m'énerve parce qu'il pense qu'il fait des choses importantes, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, nous, des appartements insalubres, on en a vu, et ils avaient pas la mairie de Montpellier sur les côtes, hein, donc qui nous laissent un peu tranquilles et qui nous laissent vendre Ouais, l'appartement. complètement, parce que là, en plus, on est vraiment sur un détail à la con, parce que franchement, en fait, il y a marqué nulle part dans la loi que des menuiseries sont obligatoirement double vitrage. C'est sûr que c'est mieux, et que des menuiseries en simple vitrage, elles sont anciennes. Mais en fait, si vous voulez, l'insalubrité, bah, c'est de la moisissure sur les murs, c'est de l'humidité, c'est des entrées d'air. Là, il y a pas d'entrée d'air, mais si les menuiseries sont vieilles, elles sont toujours étanches, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. Non, mais bon, bref, c'est... Bon, du coup, affaire à suivre. J'espère que dans une semaine, on pourra enfin vous dire que c'est fini. J'espère. Et je pense enfin vous faire l'épisode de début à la fin de toute cette histoire. Continuons sur la lancée de la France. Monsieur Macron a annoncé qu'il faisait un fonds pour la défense. Bah, je pense que tout le monde a un peu suivi cette histoire. Donc en gros, on s'allie à l'Ukraine, l'Europe se réarme. Nous sommes en guerre. Vous allez d'ailleurs recevoir apparemment un kit. C'est ça, c'est un kit spécial pour la guerre ou je sais pas quoi là. Oui, apparemment ils veulent sortir. Non, mais c'est que c'est un truc de fou quand même parce que quand on a lancé ce podcast il y a 2 ans maintenant, on en avait discuté tous les deux. Je t'avais dit, j'ai pas envie qu'on tombe, tu sais, dans le podcast à fond complotiste en mode sortez votre argent des banques, faut faire attention. Tu sais, un peu comme tu sais Philippe Béchade ou ce type d'économistes pour ceux qui connaîtront un petit peu, qui voient le type de contenu qu'ils font. Mais voilà, je voulais pas tomber là-dedans parce que je trouvais que c'était sincèrement too much. Et même si je travaillais dans les banques et que dès le début du podcast, on avait des doutes, on vous disait le problème du système bancaire, ce qui nous pendait un petit peu au nez. Mais là, ça s'accélère à une vitesse. À vraiment une vitesse où en mode là vraiment aujourd'hui j'ai plus aucun problème à dire que je suis plus à l'aise en ayant 80% de mes liquidités en crypto que en euros et dans les banques françaises parce que vraiment on se rend pas compte à quel point c'est devenu la merde. C'est-à-dire qu'on se remet en 2023 par exemple quand on lance ce podcast et à l'époque on a cette conversation, la réalité c'est que bon on sort du Covid, là, à l'époque on est encore dans la période de l'argent gratuit, il y a pas beaucoup de taux d'intérêt, bon la dette monte mais bon on nous dit que c'est pas trop un problème, etc. Passe l'année 2024 où en fait ils nous mentent sur les chiffres du dérapage de l'économie française, puis même nous on le voit au quotidien avec nos preneurs commerciaux, etc., que plus personne n'a de thunes. Hier je rencontrais encore une connaissance qui a des business, etc., genre des restaurants, des bars. Il me disait que c'est plus possible, que entre les normes où il se fait en permanence embêter par la mairie de la ville dans laquelle il a ses commerces, et puis que en fait bah ces bars et ces commerces sont de moins en moins fréquentés, ou alors que les gens quand ils viennent ils dépensent de moins en moins parce qu'en fait plus personne n'a de thunes dû à une économie qui va pas et un état gigantesque qui te ponctionne 70% de ce que tu gagnes. Et on en arrive là où du coup fin 2024 il nous faut tout un truc avec une nouvelle loi de finances où ne vous inquiétez pas, on va enfin faire des économies machin. Finalement, ils font aucune économie, ils augmentent encore les impôts. Ils te disent non, mais là vraiment, il faut qu'on dépense moins parce que sinon, vraiment, on va plus pouvoir, ça va plus pouvoir se passer, tu vois. Et là, du jour au lendemain, ils nous annoncent au niveau de l'Europe qu'ils peuvent sortir du jour au lendemain 800 milliards pour de l'armement. Ouais, sachant que bon, moi je suis plutôt pour le fait qu'un pays souverain doit avoir des capacités de défense militaire, mais il faut bien voir que d'un point de vue strictement économique, enfin je veux dire quand tu mets de l'argent dans la défense, c'est comme si tu élargissais tes trottoirs.
parce que bon, certes, tu fais un peu travailler tes entreprises, etc. Donc, on va dire c'est de l'argent qui fait fonctionner l'économie, Ouais. mais d'un point de vue strictement de valeur. Je sais pas moi, si tu fabriques un char, disons que ton char il coûte 1 million en année 1, bah en fait il a une durée d'utilisation, tu t'en sers pas, c'est un passif, tu vois, je veux dire c'est comme une voiture, ça va se déprécier avec le temps. Donc en fait, si on investit dans l'armement parce qu'il y a une guerre et en plus la guerre tout est consommable, tu vois. Genre en gros tous les équipements qu'on envoie en Ukraine, en gros ils sont usés, ils sont détruits, tu Ah, tu fabriques. récupères pas, c'est ça que tu veux dire? Ah, exactement. Ok. Alors que par exemple, je te donne un exemple tout bête en notion d'économie pure. Tu fabriques une autoroute. Disons ton autoroute, elle te coûte 200 millions d'euros. Tes 200 millions d'euros, tu les gardes. Et en fait, ça va te rapporter parce que tes 200 millions, ils te permettent d'augmenter tes capacités de trafic dans une zone, de faire économiser du temps à tes acteurs locaux de l'économie, voire à permettre à une zone économique précise qui va être desservie par cette autoroute de se développer. Enfin, quelque part, t'as un actif que tu vas garder et utiliser dans le temps. Quand tu fabriques des obus, des chars, voire des avions, ok, c'est très joli, ça fait ta souveraineté, mais en réalité, ça te rend pas plus riche d'un point de vue strictement économique, tu vois. Donc en fait, tu te dis, attends, ils sont prêts à sortir 800 milliards pour quelque chose qui peut-être ne servira strictement à rien, tu vois. En tout cas, on espère que ça servira à rien. Sinon, on aura d'autres problèmes. Et en gros, ils vont refaire partir les déficits, les dettes et compagnie. Et en plus, en parallèle, ils nous font la publicité d'un espèce de micro-fonds de 500 millions d'euros où ils essaient de demander aux Français de mettre leur argent dessus pour soi-disant le prêter aux acteurs de la défense. Ce qui, encore une fois, c'est d'un point de vue économique. En fait, sur le papier, on te dit ouais, comme ça, les Français vont pouvoir participer à l'effort de financement national, etc. Faut bien se dire que 500 millions, c'est rien du tout. Enfin, à l'échelle de l'Europe, ils te parlaient de 800 milliards. Donc, en gros, on te parle de 1 sur 1600 en gros en termes de cash nécessaire. Et moi la question que je me pose c'est pourquoi ils font ça. En gros, T'as une petite idée? bah oui, en fait, ils veulent voir un petit peu comment ils peuvent mobiliser l'épargne. Sinon, je vois pas d'autres raisons de faire ça. En fait, si tu veux, l'État, en permanence, il met des millions et des milliards dans tout et n'importe quoi. Tu vois, genre France Travail, comme on parlait les dernières semaines sur le Ça en est podcast, vraiment des rageux. ils prennent, je crois qu'ils prennent 10 milliards par an, quelque chose comme ça. Si l'État peut mettre 10 milliards dans France Travail sans contrôler, sans se demander si c'est vraiment utile, tu vas me dire qu'ils peuvent pas sortir 500 millions pour les mettre dans les acteurs de la défense. Mais par contre, ils disent aux Français, venez investir dans ce fonds-là, tu vois. Ouais. Donc en plus ce fonds, bon ben bien sûr, ne mettez surtout pas votre argent là-dedans. Alors je suis pas non plus, je suis pas sûr qu'ils vous rembourseront pas, c'est pas tant le souci, mais bon la réalité c'est que si vous voulez de la performance par rapport au secteur de la défense, vous achetez un ETF, vous aurez moins de frais et certainement plus de performance que ce fonds obligataire dont en plus pour l'instant on sait toujours pas trop les contours de ce qu'ils vont faire dedans. Et moi la question que je me dis ouais en fait ils veulent voir un petit peu comment ils peuvent faire, comment ils peuvent utiliser l'épargne et je pense qu'en permanence les politiques font du test, tu sais. Ils font des annonces, ils proposent des choses. Et en réalité, je pense que ce n'est jamais la raison de ce qu'ils sont en train d'expliquer ou ce qu'ils sont en train de faire qui est le vrai aboutissement de ce qu'ils ont derrière la tête, en fait. Okay. C'est-à-dire que là, pour moi, mon taux de méfiance d'un point de vue strictement économique et financier, il est au max. Tu vois, genre, si vous voyez, pour ceux qui sont investisseurs en bourse ou en crypto, il y a ce qu'on appelle le fear and greed, tu vois. Ouais. En gros, quand t'as les moments de peur sur le marché, ben t'as ton index de la peur. On appelle ça, tu sais, on appelle ça le VIX aussi pour ceux qui ont, Je vois pas du qui ont tout, la mais connaissance. ouais, En fait, le VIX, c'est un indice qui vient mesurer l'écart de volatilité sur le marché ok. et qui permet de savoir si les acteurs ont peur et si tu peux avoir des gros mouvements à la baisse Ok. qui peuvent arriver sur le marché. Alors, c'est pas un truc qui marche à tous les coups, mais c'est des Des choses indicateurs, à vérifier. ouais. Des indicateurs. Et du coup, à partir de ça, t'as ce qu'on appelle le fear and greed qui permet de savoir si les gens ont trop peur ou si on est dans le greed, dans la cupidité en soi. Et ben là, mon indice de la méfiance et de la peur vis-à-vis des politiques publiques Il est au max. en France, moi je suis à 99 sur 100 là actuellement, tu vois, c'est-à-dire qu'à 100, je pense qu'on plie bagage, je sors tous mes euros des banques françaises et je les mets ailleurs, tu vois. Et vraiment c'est quand même incroyable qu'on en soit venu là, quoi. Ouais. C'est... Donc voilà, juste pour résumer ce fonds de défense, je pense qu'il y a pas, enfin vous avez dû voir la news, il y a pas 1 milliard de trucs à développer, n'investissez pas dedans, c'est un truc où bien sûr les banques françaises et différents acteurs vont se gaver sur votre dos en termes de frais. Il y a que malheureusement quelques boomers qui vont se faire avoir et qui vont investir dedans. Et voilà. Ouais. Ça faisait encore une petite news Une petite un peu news. différente. Je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu les mêmes schémas, tu vois. Au Covid, en fait, putain, je sais même pas si je veux dire le mot. Oui, bon, bref. Au niveau. Je le dis maintenant. Ouais, voilà. Bon, en fait, c'était les mêmes, comment dire, les mêmes schémas. En fait, on te fait super peur, voilà, on dit qu'on part en guerre et machin, et après on te dit au fait, va falloir faire un petit effort, du coup, vu qu'on est en guerre. Et au final, je pense que ça marche, tu vois.
Donc, soyez plus intelligent que tout le monde, le faites pas. Mais enfin, en fait, je suis même pas étonnée ou tu vois, je suis blasée juste. Ok. Bon, mais ça nous fait enchaîner sur la dernière anecdote, parce que Ouais, c'est un c'est peu ça. toi qui vas le raconter. Quand tu Ouais, parlais parce d'expropriation. que l'expropriation, j'étais Alors choquée moi, par. j'appelle pas ça comme ça, mais vas-y, développe. Non, mais parce que j'ai quelqu'un de ma famille du coup qui hérite et qui est en plein du coup processus de succession. Et c'est un truc qu'il m'avait pas raconté. Et en fait, il a un terrain qui était avec bah, du coup le dernier parent qui lui est resté, qui est décédé récemment, et ses frères. Et en fait, ce terrain-là, il a été mis au tribunal. Enfin, du coup, cette personne-là a été mise au tribunal par le voisin de ce terrain qui revendique la propriété parce que ça fait 30 ans qu'il s'en occupe comme si c'était le sien. Donc c'est un terrain en plus pour lequel ils avaient réussi à avoir un compromis, donc ils allaient le vendre et en fait il y a eu une opposition et du coup ils ont été mis au tribunal. Au final, le jugement qui a été rendu, c'était que bah il y a eu un vice de procédure, du coup ça a été ajourné. Et là, de nouveau, il repasse en médiation. Cette fois, le juge a ordonné une médiation avec ce voisin qui, du coup, revendique la propriété de ce terrain, qui n'est pas lui, hein, juste c'est le terrain d'à côté, sur lequel il a, bah, apparemment qu'il l'a entretenu, etc. Et il passe là en avril en médiation pour essayer de trouver une entente. Et moi, ça m'espantait. Et Julien, ça a pas l'air de plus l'espanter que ça. Bon, après, c'est parce que t'es juriste aussi, je pense. Moi, Oui. Parce que je là, savais pas qu'on pouvait faire ça, en fait. Enfin, revendiquer quelque chose à une propriété qui n'est dont on n'est pas propriétaire parce que on s'en est occupé ou je ne sais quoi. Sachant qu'on lui a rien demandé hein, au voisin, de son fait, il a entretenu le terrain. bon allez, je fais la petite minute droit pour expliquer un petit peu ça. C'est un mécanisme effectivement qui est assez peu connu en droit français, en droit des biens notamment. C'est un peu ce qu'on peut vulgairement appeler l'expropriation privée. C'est-à-dire qu'il y a une notion en France de prescription sur l'usage d'un bien. C'est-à-dire que c'est un peu un mécanisme juridique qui a été mis en place pour éviter les conflits interminables quand on ne connaît pas l'origine de propriété d'un bien. Donc ça veut dire que là on va uniquement parler des biens immobiliers parce que les biens immobiliers c'est un peu moins d'intérêt qu'on en parle ici, de voir un peu comment ça fonctionne. C'est que grosso modo quand vous n'êtes pas propriétaire d'un terrain, donc justement c'est le cas du voisin qui Oui. revendique la propriété, mais qu'il pensait l'être ou qu'il s'est comporté comme tel pendant une période relativement importante. Donc par exemple, il y a deux délais. Il y a soit le délai de 10 ans si tu penses que si tu penses légitimement et que tu as des preuves comme quoi légitimement tu pensais que le bout de terrain était à toi, par exemple, on peut imaginer des parcelles cadastrales qui ont été mal délimitées ou des clôtures qui ont été mal délimitées. Là, en l'occurrence, je pense que de bonne foi, il savait que c'était pas à lui. Par contre, il revendique le fait que pendant 30 ans, il s'est occupé de ce bout de terrain, que personne n'est jamais venu, qu'il avait installé ses affaires dessus. Je crois qu'il avait construit un cabanon, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et que du coup, c'est lui qui a fait l'entretien du terrain, etc. Et effectivement, c'est un mécanisme juridique qui permet qu'en gros, les terres qui sont inutilisées, tu puisses au bout d'un moment en revendiquer la propriété. Alors ça peut paraître oui parce qu'au final c'est pas sa terre, etc. Faut quand même voir que 30 ans c'est une période qui est super longue où normalement les propriétaires légitimes du bien sont censés se rendre compte qu'il se passe quelque chose sur leur terrain. Ouais, mais par exemple, cette personne-là, elle en a pas hérité pendant 30 ans. Son parent, oui, mais pas Ah ben les alors c'est la trois faute du autres. parent. Ah, tu penses? Ah oui, non mais en fait si tu veux, c'est que ce mécanisme est quand même relativement bien fait, c'est pour éviter qu'en gros t'aies des terres qui soient perdues en France et qui appartiennent à des acteurs privés qui ne s'en occupent pas et que bah, les gens qui s'en occupent légitimement puissent au bout d'un moment revendiquer la propriété. Mais tu peux pas faire ça en un an, faut quand même voir que 30 ans c'est quasiment une vie. Enfin moi perso, jamais je vais m'occuper d'un terrain en me disant que peut-être dans 30 ans je vais pouvoir en revendiquer quelque chose, tu vois. Ok. Donc non, pour moi c'est Toi, ça après te paraît ok, du coup, sur le... bah, faut vérifier si les conditions de fait sont effectives, tu vois, c'est-à-dire que le mec, ça fait bien 30 ans qu'il est voisin, ça fait bien 30 ans qu'il Oui, s'occupe du terrain, c'est à lui d'en rapporter la preuve. Mais si il peut justifier que pendant 30 ans, aucun propriétaire légitime du terrain n'est venu et que c'est lui qui s'en est occupé, en quel cas il remplit les conditions du mécanisme. Ok. Et là, il y a quel moyen pour s'en sortir, du coup, de ce genre de... Si tu pas grand-chose, en final. Parce que là, je comprends pas, on leur demande une médiation, donc ils peuvent même pas se faire Bah, représenter en par fait, si tu avocat. veux, bon, je suis pas, je suis pas du tout un crack de la procédure civile, mais je pense que le juge, ce genre de truc, il aime pas trop, il connaît peut-être pas très bien.
pourquoi le mécanisme il contient pas là le vrai genre tu lis les articles du code civil sur la prescription acquisitive, il y a pas parlé il y a nulle part on parle de médiation. C'est juste à mon avis le juge il est en mode c'est compliqué. En gros le problème c'est que le juge s'il dit oui à l'un ou oui à l'autre, en fait il sait que dans tous les cas il en fera un des deux qui sera très mécontent et que ça ira certainement en appel. Donc le juge il est en mode bon ben vas-y on va essayer de faire en sorte que ce litige se règle le plus rapidement possible, mettez-vous d'accord sur un prix. Ok. Et ça fonctionne avec tous les biens privés, du coup. Tous les biens immobiliers. Et nous, si on veut piquer un terrain à l'État? Alors ça, par contre, justement, ça fait toujours pareil en France, c'est que le droit de l'État est toujours différent du droit des acteurs privés et ça ne marche pas sur les biens de l'État. Ok. T'as un autre régime juridique, alors t'as un paquet de biens de l'État qui sont où c'est imprescriptible. De manière générale, tout ce qui est les parcs, les routes, tout ce qui est infrastructure. Par contre, les bâtiments de l'État, là, je t'avoue que je veux pas dire de bêtises. Il y a un autre régime que par contre je maîtrise pas aussi bien, donc je m'aventurerai pas dessus. Mais voilà, je sais que par contre pour les biens de l'État, ça marche pas pareil. Quel hasard. Ok. Bah après, je pense qu'on a fait le tour sur le niveau des bons anecdotes. C'est déjà pas mal. On va passer au thème du jour, du coup, qui est acheter des passoires énergétiques. Non, des passoires thermiques. Pardon, thermiques, punaise. Et comme ça me fait en même temps parler de DPE. Ouais, parce que c'est quelque chose d'important. Tous ceux qui achètent, d'ailleurs, ils sont confrontés un jour ou l'autre. Mais même, je trouve que c'est super à la mode, en fait, dans l'investissement immobilier. Genre, on entend parler du DPE vraiment partout, tu vois. C'est le truc, tu vois. Les diagnostics, faut bien voir que c'est en gros l'ensemble des documents qui sont obligatoires à une vente. Alors, c'est le notaire qui s'assure que les documents ont bien été faits avant la vente. Et le rôle du diagnostiqueur, c'est de venir, en gros, faire l'état du bien sur un ensemble de points et de pouvoir prévenir l'acquéreur privé que ces ensembles de points ne sont pas concernés. Et en gros, c'est toujours le même mécanisme, le principe des diagnostics techniques. C'est de protéger l'acquéreur privé parce que c'est un particulier qui n'est pas censé s'y connaître très bien en bien immobilier. Après, il faut bien voir que déjà les diagnostics techniques, de manière générale, ils ont une limite, c'est-à-dire que tu vas en général tester ce qu'il y a de l'amiante, ce qu'il y a du plomb, est-ce que l'installation électrique est aux normes, est-ce que le bien est dans une zone à risque, type zone inondable ou zone de pollution des sols, etc. Mais par exemple, dès que tu passes par exemple sur un bien commercial, tu as certains diagnostics qui ne sont plus obligatoires. Par exemple, le DPE ou l'état de l'installation électrique. Quand tu achètes un bien commercial, nous, je sais pas si tu as déjà fait attention, mais dans nos diagnostics techniques, quand on achète un local commercial, on ne les a pas parce qu'en fait, ils ne sont pas obligatoires. C'est comme vous allez avoir le certificat loi Carrez, donc qui garantit le nombre de mètres carrés que vous avez dans un bien immobilier. Il n'est obligatoire que si vous achetez un bien en copropriété. Quand vous achetez un bien en monopropriété, si le vendeur il veut pas vous fournir le certificat loi Carrez, il n'est pas obligé de le donner. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Je pense principalement parce que quand même ça se durcit. Les dernières années, ça s'est durci au niveau des règles et des DPE. Oui, parce que du coup, j'étais en train de terminer. Ah pardon, excuse-moi, je pensais que t'avais fini. J'allais venir justement au DPE. Donc, le DPE, c'est diagnostic de performance énergétique. C'est ce qui va mesurer la performance énergétique de votre bien. Faut savoir que, à grosso modo, avant 2021, franchement, la plupart du temps, vous aviez ce qu'on appelait un DPE vierge parce que l'ancienne méthode de calcul, le diagnostiqueur devait récupérer les factures de chauffage du propriétaire ou du locataire. Souvent, c'était pas fait. Donc souvent, nous, la majorité des biens qu'on achetait avant 2021, ils avaient un DPE vierge. Et à partir de cette date-là, la méthode de calcul du DPE a changé, c'est-à-dire qu'on est parti de critères subjectifs, la consommation de chauffage, sachant que la consommation de chauffage, je sais pas, si vous n'êtes pas frileux, vous pouvez ne jamais mettre le chauffage, donc entre guillemets, vous aviez une bonne note au niveau de votre consommation, ou alors si vous aimiez vivre dans un appart où il faisait 25 degrés l'hiver, vous aviez une consommation de chauffage énorme. Mais ça ne disait rien sur la performance et l'isolation thermique du logement. Là, depuis 2021, ils ont changé le mode de calcul, donc on est passé maintenant sur des critères objectifs, donc est-ce qu'il y a du double vitrage, est-ce qu'il y a de l'isolation dans les murs, quel type de chauffage, etc. Et à partir de là, vous avez une note où en gros A, vous êtes sur en grosso modo les bâtiments neufs qui sont très performants d'un point de vue d'isolation. Et G, on est sur les fameuses passoires thermiques où en gros les murs c'est du papier de feuille de cigarette ou en tout cas quelque chose des ponts thermiques énormes ou en tout cas vous avez une super mauvaise isolation.
comme tu le dis, après je te laisse la parole, j'allais voir que tu allais encore intervenir. En gros, ils ont essayé ils l'ont durci parce qu'encore une fois, c'est une directive européenne. On en a déjà parlé dans un épisode, mais grosso modo, ils veulent pour des économies d'énergie et notamment d'électricité ou de gaz, ils sont dans l'optique de faire diminuer la consommation d'énergie pour le chauffage, parce que c'est vrai que c'est dans les cadres un peu de la transition écologique, etc. C'est un point qu'on peut améliorer facilement, d'isoler les logements pour faire des économies là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils font des incitations aux propriétaires d'isoler les logements. D'ailleurs, pour ceux qui ont des biens qui sont soumis à l'autorisation de louer, maintenant, c'est des choses qui sont demandées et que la mairie se réserve le droit de consulter, sachant qu'en plus, maintenant, enfin les DPE, je pense qu'il n'y a pas moyen de frauder pour les petits malins, parce qu'il me semble que c'est un numéro à chaque DPE qui est émis et qu'en gros tu récupères sur une plateforme, donc en fait il n'y a aucune fraude possible. Ouais, vous pouvez pas, si vous êtes très bon en Photoshop, ça vous sert à rien pour le DPE. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et oui, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait c'est pour renforcer cette histoire de transition écologique. Moi, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée en soi, ça permet de... Alors c'est sûr que pour les propriétaires, bah, ça demande un effort financier de faire passer les biens dans un DPE acceptable. Moi, je trouve que c'est mieux pour les gens, ça permet de rénover un peu le parc immobilier en France. Ce qui me titille un petit peu, c'est des fois les non-sens qu'il peut y avoir dans les lettres, mais ça, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Et ouais, donc déjà, qu'est-ce qu'une passoire thermique? Du coup, on l'a dit, c'est un bien qui est classé au-dessus de G, si j'ai bien compris. Non, c'est grosso modo ce qu'on appelle passoire thermique. GEF. Voilà, c'est ça, c'est EFG. En soi, G, vous êtes vraiment en grosse consommation d'énergie, F un petit peu moins, et E, ça commence à être acceptable. Il y a des interdictions à la location qui vont commencer. Sûr, oui. Donc, par exemple, les logements G, vous pouvez déjà plus les louer les mettre à location le 1er janvier 2025. Et les logements F, ça sera à partir du 1er janvier 2027. Après, en théorie, les logements E, ça sera à partir du 1er janvier 2034. Mais moi, très sincèrement, c'est ce que je dis un petit peu à tout le monde, c'est que je ne pense pas que les logements, eux, seront un jour interdits à la location. Tout simplement, ça fait retirer beaucoup de biens du parc, hein, quand même. Parce que tous ceux qui sont dans les centres-villes, malheureusement, c'est des... Mais en fait, c'est un peu... Parce que là, on reste toujours sur le macro, avant d'aller après sur le micro et de vous dire un peu les bonnes affaires que vous allez pouvoir faire sur les rénovations de passoires thermiques. Mais grosso modo, sur les logements G, je crois que ça a déjà fait sortir 200 ou 300 000 logements du marché de la location en France. C'est gigantesque parce qu'en fait, il y a déjà une pénurie de plusieurs millions de logements en France. Donc, vous en sortez encore quelques centaines de milliers. Forcément, ça améliore pas les choses. Et nous, on le voit, la demande locative en France. Il y a une vraie crise du logement en ce moment en France, dont personne ne parle parce que bien évidemment, les politiques, ils sont dans leur... Ils sont sur autre chose, ils sont sur l'Ukraine et tout ça. Ils sont sur les armements, etc. Donc là, pour l'instant, le logement et notamment la précarité des jeunes, ils s'en foutent complètement. Mais nous, on le voit, il y a des apparts où, par exemple, des périodes comme février-mars, on avait un peu de mal à louer. Il y a 1, 2, 3 ans. Là, maintenant, on a 40 demandes par semaine. Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Et ce qu'il faut aussi retenir, je suis assez d'accord avec toi, c'est que sur le principe du DPE, moi je suis pour, je trouve ça intéressant. Pareil, la rénovation des logements, c'est des trucs qui sont importants et qui vont dans le bon sens d'améliorer le parc, et que quand vous êtes investisseur immobilier, on l'a toujours dit, c'est un peu votre rapport à la société, valeur ajoutée, votre valeur, comme tu dis exactement, valeur ajoutée, c'est vous qui faites la rénovation du parc privé en grande majorité. Moi, les défauts principaux que j'ai, c'est des fois le mode de calcul qui n'est pas bon, c'est-à-dire que les petites surfaces sont toujours très pénalisées par rapport aux grandes surfaces. En mode, un studio de 12 mètres carrés peut rapidement être G, et à l'inverse, un manoir super mal isolé sera parfois DPEC, simplement parce qu'en fait, plus vous avez de mètres carrés, plus ça divise la consommation, parce que bien voir que le DPE, en fait, c'est une consommation d'énergie au mètre carré par rapport à votre isolation. Mais grosso modo, plus vous avez une petite surface avec beaucoup de murs, beaucoup de plafonds et je sais pas moi, un gros ballon d'eau chaude, vous allez avoir une très mauvaise note. Et si à l'inverse vous avez un grand manoir avec un tout petit ballon d'eau chaude et peu de murs parce que vous allez avoir des grandes pièces avec beaucoup de mètres carrés, en soi vous aurez une meilleure note. Donc on voit que c'est pas toujours très objectif en termes de qu'est-ce que vous avez comme isolation. Ensuite, l'autre point, c'est que des fois on est sur des non-sens d'un point de vue en fait l'État va se contredire. Par exemple, souvent dans les centres anciens, les architectes des bâtiments de France demandent
recommande de garder Les trucs en bois, c'est ça. les menuiseries bois simple vitrage parce que historiquement c'est joli pour le patrimoine culturel. Le seul problème c'est qu'à un moment vous êtes là en mode en fait soit je rénove, auquel cas je remplace les menuiseries par quelque chose d'efficient, soit je rénove pas et je laisse les anciennes, mais à un moment donné il faut bien qu'on fasse quelque chose, tu vois. Ensuite, dernier point, et ça pour moi c'est toujours le même, c'est là qu'on voit le manque de profondeur des mesures qui sont faites en France, c'est que en Allemagne, ils rénovent en moyenne entre 100 et 200 000 logements par an. Nous, on est à 20 000 en France. Et tout simplement pourquoi? C'est qu'en fait, en Allemagne, ils ont une vraie filière de la rénovation. Donc, ils ont les matériaux, ils ont les méthodes, ils ont les entreprises qui permettent de rénover les logements. En France, très clairement, on n'a pas ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand quelqu'un veut améliorer la note d'un logement, il ne sait pas comment faire. Les matériaux coûtent très cher. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui proposent ce type de prestations, ou alors souvent à des prix exorbitants. Enfin, en tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment de professionnels qui se sont lancés là-dedans et qui font des choses intéressantes. Alors ça vient, mais je veux dire, il aurait peut-être fallu d'abord créer la filière et après mettre l'obligation. Là, on arrive un peu à débrouillez-vous, mais faites en sorte que, alors que toi, t'es là en tant que propriétaire, vraiment, si je trouve pas d'artisan, je fais comment, tu vois. Donc voilà, moi, c'est un peu tout ce que je reproche au DPE. Sachant qu'il y a des choses, c'est un peu aléatoire. Je sais plus qui nous avait dit ça, mais en gros, il avait fait faire un DPE et en fait, si tu veux, c'était un immeuble dans le centre historique et il y avait un chauffage dans la cage d'escalier. Rien que grâce à ça, il a gagné une lettre sur son DPE, alors que ça a aucun sens, le truc n'est jamais allumé et ça va rien chauffer, tu vois, dans la cage d'escalier, c'est un chauffage électrique en plus. Hein, bon. Et du coup, je me dis, mais c'est vraiment aléatoire en fait. Du coup, tu peux gratter des lettres sans que ce soit vraiment pertinent d'un point de vue rénovation. Tu vois, si on regarde vraiment l'efficacité de la rénovation, et ça vraiment, je trouve que, ça n'a non sens. Ça, effectivement, c'est comme tu dis, c'est que par exemple, d'un point de vue de ce qu'aiment les locataires et de ce qui est un peu sympa en termes d'appartement, souvent un appartement qu'on appelle traversant, c'est-à-dire qu'il va avoir 2 voire 3 faces exposées, donc beaucoup de lumière, beaucoup de fenêtres, etc. C'est des beaux appartements, c'est souvent ceux qui ont les plus mauvaises notes, parce qu'en réalité, la plupart du temps, quand votre appartement n'a qu'une seule façade, enfin qu'un seul côté de l'appartement qui donne sur l'extérieur, il aura souvent une meilleure note en termes de DPE que l'appartement d'angle ou l'appartement traversant qui va avoir plusieurs faces sur l'extérieur. Pareil pour les immeubles, moi j'ai déjà vu, c'est que grosso modo, les plus grosses passoires thermiques que vous allez trouver, c'est des immeubles qui sont, nous on n'en a pas visité beaucoup, mais j'en ai déjà vu pas mal sur le Bon Coin. C'est des, je sais pas, pour être un immeuble en R+3 au milieu de rien, tu vois. C'est-à-dire qu'il a pas d'immeuble contigu autour de lui. Autour de lui, ouais. Et ça, souvent, c'est ceux où vous avez les plus mauvaises notes parce que, d'un point de vue de l'isolation, entre guillemets, il a des ponts thermiques tout autour. Alors que dès que vous avez, par exemple, un appartement qui va être dans un immeuble qui est lui-même entre 2 immeubles avec un immeuble derrière, donc au final, il y a qu'une face sur le côté, vous pouvez rapidement, il sera pas lumineux, mais par contre, il sera considéré comme ayant une meilleure note parce qu'il aura moins de déperdition de chaleur, vu qu'en gros, on considère que les surfaces autour de lui le chauffent. Ouais, mais tu vois, ça c'est contradictoire parce que par exemple, j'avais un pote, il avait justement un immeuble en centre historique comme ça, face de quasiment tous les côtés, il avait du coup un immeuble et du coup il y avait qu'une face qui était à l'air libre quoi, mais il avait un vis-à-vis du coup, vu que c'était une petite rue, et au permis de louer, ils lui ont dit mais en fait votre appartement il est sombre. Oui, voilà, trop sombre, pas assez de lumière, j'arrive pas à lire ma feuille ou je sais pas quoi. Et tu vois, je me dis putain, mais c'est vraiment un non-sens quoi, parce qu'au final son DPE est bon. Oui. C'était un D, je crois, un truc comme ça. Donc, complètement. Après, de manière générale, pour revenir sur qu'est-ce qu'une passoire thermique, ça va être mauvaise isolation ou un système de chauffage non performant. Et c'est ce qu'on va voir sur ce qu'on va vous donner un peu comme clé sur comment faire d'une passoire thermique un logement efficient, donc passer sur un DPE-D majoritairement. On va vous expliquer, c'est que ça joue souvent sur l'isolation ou sur le changement du système de chauffage. Ouais. Et du coup, c'est quand même une opportunité. Si c'est une passoire thermique, ça peut être une opportunité si on sait bien l'identifier. Je pense si on sait valoriser les travaux qu'il faut faire justement. Et c'est surtout un giga argument de négo. C'est ça. C'est qu'en fait, la plupart du temps, c'est pour ça que pourquoi on vous dit qu'il y a des affaires à faire sur les passoires thermiques, c'est qu'en fait, quand vous avez un vendeur qui veut pas faire des travaux, son logement est G, il veut s'en débarrasser, en fait, vous lui dites en fait, il est G, moi je l'achète, je peux pas le louer tout de suite, je suis obligé de faire des travaux, et ça, c'est un argument très important de négociation. D'ailleurs, je pense que quand tu visites un bien, déjà forcément tu demandes le classement du DPE.
Et je pense qu'il faut quand même savoir repérer ce qui est bloquant lors de la visite, tu vois. Complètement. Alors là, vous allez avoir plusieurs points. Pour moi, le premier point le plus bloquant, c'est quand vous êtes dans un immeuble en copropriété où les travaux que vous allez devoir faire pour modifier ces points-là vont nécessiter un vote en assemblée générale. Le problème, c'est que ça va vous prendre trop de temps, tout Là, il faut simplement. attendre l'AG, en fait. Exactement. Donc la plupart du temps, ce type de bien va mieux falloir éviter d'en faire l'acquisition. Ça, c'est le premier bien. Après, attention, c'est encore là où on voit du cas par cas. C'est finalement vous êtes dans un appartement qui est F et que vous voyez en changeant les fenêtres, vous passez en D. En fait, des fois pour changer les fenêtres, vous n'avez pas forcément besoin de l'accord de la copro. Ça va dépendre. Si vous remettez des fenêtres à l'identique en soi, vous n'avez pas besoin. Ça va aussi dépendre si le système de chauffage, s'il est déjà individuel, vous pouvez le changer vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'accord de la copro. Si maintenant vous étiez sur un système collectif, bah là tout de suite c'est plus compliqué. C'est vrai. En parlant des chauffages collectifs, c'est une petite aparté, mais du coup l'appartement qu'on en a un arrêté d'insalubrité, je trouve ça tellement affreux le chauffage collectif. En fait, c'est là aussi c'est enfin tu sais, il peut nous parler des fenêtres tant qu'il veut. En réalité, la structure de l'immeuble elle est hachée parce qu'en gros, vous avez les conduits de chauffage qui passent dans tous les apparts et c'est vraiment des nous on est à quoi, R+2 je crois. R+2. R+2, mais je crois qu'il y a 3 et 4 encore, non? Ça jusqu'à 5. Ouais. T'imagines qu'il passe tous les ponts thermiques qu'il y a et il fait une chaleur à crever dans cet appartement. Pour Donc le coup, l'écologie, on en a rien à foutre là c'est ça, sur c'est ces que c'est moments-là, un tu juste vois. système de chauffage collectif qui justement doit faire l'objet d'un remplacement dans le cadre de la rénovation de la copropriété. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte que en gros, quand on faisait les travaux, on avait les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait vraiment une chaleur dans l'appartement. Ouais. Et comme c'est un système collectif, en fait, il n'y a pas de vanne où vous pouvez l'arrêter pour l'appartement. Je pense qu'après aussi, là, faut pas trop où faut avoir un peu l'œil, c'est quand même savoir chiffrer, même si par exemple vous voyez que la toiture est peut-être à changer, etc. Bon, après, tout dépend aussi de vos cartes, hein. Je veux dire, si vous êtes couvreur, peut-être que ça vaut le coup ou quoi, mais c'est vrai que quand on est un peu un investisseur lambda, faudrait pas trop se lancer dans des grands travaux de rénovation énergétique, sauf si le prix du bien En vaut la peine. en vaut la peine, c'est-à-dire qu'il est vraiment sous-évalué par rapport au marché. C'est ça. Et ça, c'est peut-être le point qui va être le plus compliqué pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas en termes d'acquisition d'une passoire thermique. C'est que grosso modo, vous allez à peu près avoir la plupart du temps la même décote parce que c'est une passoire thermique, c'est-à-dire qu'il faut voir un logement F ou G, grosso modo par rapport à ce qu'il vaudrait s'il était D, vous allez la plupart du temps à gagner à peu près 20% sur le prix. Alors, c'est vrai, ça peut être plus, des fois ça peut être un peu moins, ça va dépendre de la zone, ça va dépendre de pas mal de points. Mais la réalité, c'est que le coût des travaux que vous allez devoir le faire pour le faire passer de G à D, ça par contre, il y a, je trouve en tout cas de ce que nous on a vu, qu'il n'y a pas trop de rapport avec la baisse de prix que vous avez du fait de la mauvaise note. C'est-à-dire que le vendeur souvent n'arrive pas à évaluer combien ça va coûter. C'est-à-dire que des fois vous avez des appartements qui vont être G, au final vous avez juste à isoler le plancher par en dessous, changer le système de chauffage et vous passez D, vous en avez pour 5 000 € à tout péter. Donc des fois pas grand-chose sur un appartement. À l'inverse, des fois vous avez des appartes où il va falloir isoler tous les murs par l'intérieur, donc vous allez perdre de la surface. Il y a peut-être des fois 3 phases, donc grosso modo vous allez vite vous retrouver à, je sais pas moi, 60 mètres carrés d'isolant sur les murs à mettre, plus le placo, plus refixer les prises, voire des fois s'il y a une grande toiture, isoler la toiture. Enfin, ça peut vite être des travaux qui sont relativement importants. Vous pouvez vous en trouver pour 20 000 € ou 25 000 € sur un appart, et c'est là où c'est le plus dur à savoir. De manière générale, plus l'appartement il va être entouré d'autres apparts, plus en général la rénovation que vous allez faire d'un point de vue strictement énergétique va être facile. Moi, les premiers points que je regarde pour savoir si je peux ou pas améliorer le DPE, typiquement, c'est le ballon d'eau chaude. Ça arrive souvent que dans des studios, il y avait à l'époque des ballons d'eau chaude de 200 litres qui avaient été installés. C'est beaucoup trop pour un studio. Il faut savoir que le volume du ballon d'eau chaude rentre dans le compte dans le calcul du DPE. C'est vrai. Tu savais pas? Non, je savais pas. Ok, mais je pensais que tu savais. Et justement, le fait que par exemple vous aviez un studio qui avait un ballon 200 litres ancien, ancienne génération, etc. Vous le remplacez par un ballon thermodynamique ou juste un ballon plus moderne en 100 litres. Des fois, vous pouvez gagner 2 litres sur votre DPE sans avoir fait aucune isolation, juste parce que la consommation d'énergie de l'appartement va énormément baisser du fait que un plus petit ballon et un ballon plus moderne va moins consommer qu'un vieux ballon. Donc des fois c'est des trucs simples à faire pour isoler. En général vous avez le changement des fenêtres également, ça aussi c'est basique et ça c'est des trucs autant
sur le prix de l'appartement, vous retrouvez pas forcément ce que vous allez mettre dans le changement des fenêtres, autant d'un point de vue strictement du confort du locataire et de ce que va regarder un acquéreur ou un locataire quand il va acheter, le fait d'avoir du double vitrage et des menuiseries récentes, c'est un point qui est quand même relativement important, moi j'ai jamais vu un locataire tester l'isolation des murs en regardant s'il y avait du doublage placo avec de la laine de verre, ça m'est jamais arrivé, et y compris quand on vend des biens, la plupart du temps, il y a aucune question de l'acquéreur sur l'isolation. Par contre, est-ce que c'est du double vitrage? Ça, c'est quelque chose qui est quasiment regardé à chaque fois. Donc ça, pour moi, c'est important. Ouais. Juste les banques, est-ce qu'elles financent les travaux de rénovation? Alors, les banques, ça va dépendre. Il y en a qui se posent pas la question parce qu'elles ont pas encore mis à Ouais, parce jour qu'en gros, leur logique. ouais. Mais t'en as par contre effectivement qui vont te demander de prévoir un devis pour la rénovation thermique du logement et l'amélioration de la lettre. Ça peut effectivement arriver. Et ça, moi par exemple, quand je bossais avant au Crédit Agricole, c'était à partir de fin 2023, c'était quelque chose qui était très regardé dans le financement des appartements. C'est pour ça que la banque demandait le DPE pour voir quelle lettre était l'appartement, et si c'était un appartement F ou G, il fallait avoir un devis et prévoir des travaux d'isolation. Ah, punaise. En tout cas pour du locatif. Si c'était de l'ARP, la banque elle s'en foutait Oui, un on s'en petit peu, fout. Ouais. mais si c'était du locatif, elle se posait la question. Ok. Un autre type de travaux qui peut permettre de améliorer énormément l'efficacité thermique et le DPE d'un logement, c'est le changement du système de chauffage. Ouais, ça coûte cher, hein, tout ce qui est pompe à chaleur et tout. En vrai, financièrement, c'est quand même un effort, hein, je pense. Encore une fois, ça dépend un peu des cas. Des fois, en fait, il faut déjà voir quel système vous avez à la base. La plupart du temps, si vous avez par exemple des vieux convecteurs électriques, etc., qui ont pas de normes ou qui datent de plus de 20 ans, c'est souvent là où vous allez avoir les notes les plus mauvaises, parce que ça aussi, c'est un truc que dans le DPE qui est un petit peu mal fait, mais le chauffage à l'électricité est plus mal noté, on va dire, que le chauffage au gaz ou à la biomasse. Ça, c'est un petit peu un problème parce que la réalité, c'est que si on regarde d'un point de vue strictement c'est là qu'on voit que c'est une norme européenne en fait, parce que si on regarde d'un point de vue strictement écologique, en soi, nous, l'électricité, on l'a fait avec des centrales nucléaires, donc si tu veux, tu peux chauffer autant que tu veux avec des vieux radiateurs. Si ton électricité est produite par une centrale nucléaire, c'est propre. Sauf que du coup, comme ça a été fait à l'échelle de l'Europe et que les Allemands ils se chauffent au charbon et au gaz, en fait, quand tu te chauffes à l'électricité, c'est considéré comme une énergie pas propre. Après, il y a aussi une question de coefficient de production de chaleur. Et ça, c'est vrai que les radiateurs électriques, c'est considéré comme les moins performants parce que la plupart du temps, ce que vous allez avoir, c'est que votre radiateur électrique, pour 1 kW d'électricité, va vous donner 1 kW de chaleur. Okay. La plupart du temps. Maintenant, vous allez avoir des radiateurs plus modernes, par exemple les radiateurs à radiant. Tu te souviens, je t'en avais parlé quand on avait justement, moi c'est des radiateurs que j'ai installés dans des bureaux qu'on a rénovés, parce que les radiateurs à radiant, le problème de ton ancien radiateur à convecteur, c'est que lui en gros il produit de la chaleur, donc ça veut dire qu'il va pas envoyer de la chaleur dans toute la pièce, mais ça va être très chaud près du radiateur. Plus tu t'éloignes, plus c'est froid. Alors que le radiateur à radiant, c'est un radiateur qui envoie un rayonnement infrarouge. Donc, du coup, à l'œil nu, tu le vois pas, mais en gros, tu as une meilleure sensation de chaleur sur la peau et les surfaces dans la pièce vont plus facilement absorber l'énergie. Donc, grosso modo, ça va mieux chauffer l'intégralité de la pièce et pas que autour du radiateur. Et en général, tu vas gagner 20 à 30% de performance thermodynamique avec ce type de radiateur. Est-ce que les clims réversibles, c'est considéré comme des mauvaises sources de chaleur du coup? Alors non, ça c'est des bonnes sources parce qu'effectivement ce qu'on appelle ça aussi c'est démystifier le fameux pompe à chaleur. Grosso modo, ce qu'on appelle une pompe à chaleur, c'est un système de production d'énergie où en général vous avez une base sur votre moteur va fonctionner à l'électricité et vous allez en fait absorber des calories de chaleur dans ce qu'on appelle une réserve tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pompes à chaleur RR. En général, c'est le moins cher, c'est ce qu'on appelle une clim réversible. Ah, tu me parles chinois. En gros, ta clim, pourquoi on dit que c'est une pompe à chaleur? En gros, elle va absorber des calories thermiques dehors pour les re-rentrer à l'intérieur. Okay. Et en général, tu peux monter jusqu'à un coefficient de 3. Donc, pour 1 kW d'électricité sur ta pompe à chaleur, tu vas aller chercher 3 kW de chaleur dehors. Tu comprends la logique? Ouais, je comprends, ouais. Et du coup, ça veut dire qu'en termes de DPE, c'est super bon parce que du coup, ton nombre de kilowatts de chaleur qu'il te faut pour chauffer ton appartement, t'as besoin de 3 fois moins en électricité. Tu comprends? Je comprends. Maintenant, t'as d'autres types de pompes à chaleur. Par exemple, tu peux avoir des pompes à chaleur RO, par exemple. Donc, ça veut dire que, par exemple, ton ballon d'eau chaude, il peut fonctionner
Il peut fonctionner sur le même système, c'est-à-dire que tu vas aller chercher des calories de chaleur dehors pour chauffer ton eau. Donc là également, tu trouves du coup un système de ballon d'eau chaude qui sera vachement plus performant. Tu peux aussi avoir des pompes à chaleur qui vont être eau, air, ça c'est plus rare, mais disons que je sais pas moi, t'as un lac, t'as une source de chaleur, t'as de l'eau chaude grosso modo c'est plutôt dans les pays froids que t'auras ça, mais t'as de l'eau chaude qui sort à un endroit, par exemple proche d'un volcan. Tu peux imaginer avoir une pompe qui va venir chercher les calories que tu auras dans l'eau chaude et qui va permettre de produire de l'air chaud via ta pompe à chaleur. Ok, ouais. T'as un dernier système que pareil, ça n'existe quasiment pas en France, mais ça existe dans beaucoup de pays très froids, type pays scandinaves ou le Canada. C'est les pompes à chaleur sol-air. Comme le sol est chaud, Ouais. tu fais Tu creuses des trucs, tu pour fais aller des chercher. carottes en fait tout Ouais. simplement dans le sol. Tu vas les chercher peut-être à 50 mètres sous terre, à l'endroit où du coup la terre, plus tu vas profond, plus il fait chaud. fait chaud, ouais. Donc tu vas aller chercher cette chaleur-là, donc c'est ce qu'on appelle la géothermie, tu vas aller chercher cette chaleur-là pour la récupérer et pareil la remettre dans ta pompe à air qui va te mettre de l'air chaud dans les pièces. Ok, ouais. Ça, Donc tu vois, mais bon, de manière générale, ça coûte très cher et c'est ce que j'allais dire, parce que moi, quand je vois la clim, ça nous a coûté, alors que genre on a un tri-split, imagine déployer ça sur un immeuble. Ah, mais là, si on avait voulu faire une carotte pour aller chercher la géothermie, à mon avis, on serait encore en train de creuser. Ouais, je pense qu'on était sur 50 000 euros, soit 10 fois ce qu'on a payé pour la clim, quoi. Et effectivement, de manière générale, moi, c'est aussi ce que je conseille quand, vous voulez vraiment améliorer la note d'un appartement et que vous pouvez poser une clim. Ouais, ça, c'est la base, en général, c'est vraiment le plus intéressant. Après, les trucs un peu faciles, je pense qu'il y a la mise en place de VMC. Bon, on va pas s'attarder dessus, mais en vrai, ça fonctionne bien. Tu sais, là encore, c'est tout le problème des VMC, c'est-à-dire que, grosso modo, un appartement qui n'a pas de VMC aura une meilleure performance énergétique, parce que ta VMC, c'est quoi? En fait, elle te fait rentrer de l'air dehors, ouais. dans le logement, pour éviter l'humidité. Le problème, c'est que ça, effectivement, ça rentre en compte dans le calcul du DPE comme quelque chose qui vient faire une entrée d'air, si tu veux. Donc en fait, un appartement. Du coup, c'est un trou dans la. Exactement. Okay. Ça encore, pour moi, les VMC auraient dû être sortis du calcul du DPE. Bah oui, parce qu'en réalité, du coup, t'as un appartement qui n'a pas de VMC, qui du coup est moins salubre qu'un appartement qui en aura. Il aurait une meilleure note. Ça me dépasse, mais pourquoi pas. C'est les problèmes de ce mode de calcul. Après, il y a tout ce qui est panneaux solaires aussi. On en parle peut-être pas trop. Ouais, mais après bon. Ça, je pense que c'est plus au RP que. Ouais, en général, tu mettras ça sur ta maison. Si en tout cas c'est un investissement locatif, tu ne le feras pas. T'as d'autres quand même systèmes de chauffage qui sont pas abordés ici, mais que quand j'ai préparé cet épisode, je me suis renseigné un petit peu dessus. De manière générale, le chauffage au gaz est souvent considéré comme plus performant, en tout cas quand il est récent, quand c'est des chaudières récentes, est souvent considéré comme plus performant que des vieux radiateurs électriques, par exemple, parce que c'est vrai que un chauffage au gaz, en général, si tu consommes 1 kW de gaz, tu vas arriver à avoir 1,3 kW de chaleur. Le problème, c'est que personnellement, et on en revient un petit peu sur le fond de la défense, c'est ce qu'on disait en introduction de l'épisode, je trouve que c'est bien, ça fait des liens, c'est qu'en fait, on est un pays qui ne produit pas de gaz, où le prix du gaz, il a quintuplé depuis 2017. Personnellement, moi, vraiment, le gaz, c'est le type d'énergie où pour moi, il faut absolument pas l'utiliser. Ça coûte beaucoup trop cher et en plus vraiment je vois pas l'intérêt dans un pays où on n'a pas de gaz, donc ça veut dire qu'on doit importer du gaz de quelque part, donc on est soumis à l'évolution des prix un peu à l'international. Pour moi, vaut mieux trouver n'importe quelle source d'énergie électrique. Ça sera toujours mieux à long terme que de prévoir un éventuel chauffage au gaz. Après, nous dans notre région, ça n'existe pas trop, mais t'as ça dans les régions un peu plus au nord. C'est le chauffage en biomasse avec des granulés. Ah oui, bon après nous c'est rare qu'il y ait des poêles ou des trucs comme ça aussi. Ouais, nous ça existe pas trop. Vite chez nous, donc. Moi je vous le recommande pas parce que par exemple quand on accompagnait justement des élèves qui étaient dans des régions plus froides que nous sur ce type de chauffage pour m'être un peu renseigné dessus, souvent les chaudières sont quand même relativement chères à l'acquisition et le problème en fait c'est qu'il faut mettre des granulés quoi. Donc déjà tu as un coût certes qui coûte pas cher aujourd'hui mais le prix des granulés il pourra être amené à augmenter et puis surtout en fait le problème c'est que c'est pas un truc qui est automatique, tu vois, c'est-à-dire que tu vas devoir te casser la nénette à chaque fois venir ajouter des granulés dans ta chaudière pour qu'elle fonctionne quoi. Donc pour moi si c'est à RP pourquoi pas, si c'est pour du locatif vaut mieux oublier quoi. Bon, l'État impose des règles, mais il est grand prince parce qu'il donne des aides aussi pour faciliter un peu tout ça. Oubliez les aides. Oui, j'allais dire par expérience personnelle, ne le faites pas. Nous, on connaît quelqu'un qui... Alors, ça n'a rien à voir avec du locatif, mais c'était pour sa RP.
au final, ma prime rénov, elle a pas, enfin, Mais il a eu je un sais quart, pas, ça il a eu finit, un quart de ce qu'il ça devait finit au avoir sans tribunal, aucune voilà. explication. Ça finit au tribunal, il a rien gagné. Donc non, franchement, moi de manière générale, tout ce qui est les aides et subventions dans l'immobilier, faut vraiment s'en méfier. En général, si on vous donne une carotte de ce côté-là, c'est que on va vous le reprendre de l'autre. Hein. L'État est pas bête. Si vous donne de l'argent, c'est qu'il va le récupérer d'une manière ou d'une autre. En général, les contraintes sont beaucoup trop importantes. Quand vous utilisez ma prime rénov, vous avez en général des obligations de maintenir le logement en location. En fait, souvent vous allez perdre, je sais pas comment dire, mais quand tu investis en immo, tu vas pouvoir acheter, vendre, je sais pas moi, tu peux changer ta stratégie d'une année à l'autre. Voilà, tu vas avoir une certaine liberté sur ton parc. Si maintenant, quand tu as rénové, on t'a donné 20% d'aide, mais qu'en échange, on te dit, ouais, tu vas être obligé de louer ton logement pendant 10 ans, bah, franchement, vaut mieux oublier avant, tu auras revendu ton Oui, logement oui, avant 10 ans. exactement. Je pense que l'erreur à éviter, c'est surtout de tout refaire sans trop de logique. Au final, si vous avez un DPE qui est pas bon, visez pas le A en fait, visez le D, tu Oui. vois. Franchement, Et le le dé D suffit suffit. En fait, amplement. souvent c'est largement décent, hein, je Oui. veux dire, généralement. Complètement. Pour moi, le dé suffit. Je vois pas l'intérêt de vouloir faire mieux. En fait, en général, de toute façon, les logements que vous allez avoir en C, moi, j'en vois des fois des logements en C sur des trucs anciens. En général, c'est simplement que le logement, il bénéficie. En fait, il est souvent un logement C, ça va être un logement parce que tu as tous les apparts autour qui le chauffent. Du coup, entre guillemets, il est considéré comme pas. Par exemple, nous, dans un de nos vieux immeubles, on a un des studios qui est C parce que en fait, il est considéré comme bien entouré, si tu veux, tu vois. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller au-dessus de D parce qu'en fait, un logement D, je sais pas moi, sous toiture sera toujours, ça veut dire qu'il est mieux isolé que si vous avez un logement C qui est entouré d'autres appartements. Donc c'est là où on sort un peu de la logique du DPE. Comme tu dis, rester sur du D, ça a pas l'intérêt d'aller plus loin. Par contre, en général, il faut commencer par les fenêtres. Ouais. Avant toute isolation, pour moi, c'est fenêtre, système de chauffe, enfin fenêtre, système de production d'eau chaude, système de chauffage. Et après, isolation. L'isolation, en général, c'est ce qui va vous coûter le plus cher parce que faut refaire du placo, faut refaire les murs, faut refaire la peinture, faut mettre de l'isolant. Vous perdez des mètres carrés, sauf si vous pouvez isoler par l'extérieur, mais isolation par l'extérieur, en général, c'est pas incroyable non plus. Il y a eu beaucoup d'arnaques en plus là-dedans. Donc vraiment, ouais, c'est d'abord les fenêtres. Ensuite, vous regardez, ok, le ballon d'eau chaude, est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il est récent, est-ce que je peux le réduire en termes de taille, de contenance d'eau. Et ensuite, système de chauffage, ok, est-ce que j'étais sur du gaz, de l'électricité, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Et pour les frileux qui pensent qu'il va y avoir des vagues de, tu sais, de logements qui seront plus louables ou plus habitables parce que ils sont D ou je ne sais quoi, franchement, vous avez le temps de voir venir. Comme on l'a dit, en fait, l'immobilier en France, c'est très tendu, surtout tout ce qui est location, etc. Donc, n'essayez pas d'anticiper une vague ou je ne sais quoi. Vous aurez le temps de venir voir et si ça se trouve de revendre votre bien depuis. Tout à fait. Comment est-ce qu'on valorise du coup cette passoire thermique après avoir fait les travaux? Je pense que le premier levier déjà, c'est que vous pouvez louer plus cher en réalité quand vous avez un bon DPE. N'hésitez pas à monter le loyer. Et il y a tout surtout à le faire savoir aux locataires. Ouais, parce qu'en fait souvent si vous le mettez pas en avant, ils peuvent pas le deviner, Exactement. donc mettez-le. Hein. Il faut vraiment le mettre en avant et c'est un point qui doit être souligné. Moi souvent quand on a des appartements qui ont des bonnes notes, je le dis aux locataires parce qu'au final ça leur permettra de moins consommer en termes de chauffage et de se sentir mieux dans le logement. Ça c'est important. En plus, je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus importante parce que c'est vrai que pour l'instant les locataires ils sont pas trop éduqués là-dessus, mais je pense qu'on en parle tellement que ça va finir par devenir un peu plus démocratisé dans les années qui viennent. Et en plus d'un point de vue de la banque, et forcément quand on parlait du levier, etc., quand vous faites valoir à la banque que vous avez déjà rénové une passoire thermique et vous savez le faire, si vous voulez acheter une autre passoire thermique, la banque elle va prendre en compte le fait que vous avez compris comment ça marche et que vous savez faire. Tu penses que les conseillers bancaires, ils se rendent compte quand c'est des passoires thermiques ou ce genre de choses parce que tu non, mais veux ils acheter? regardent le DPE. Ah, ils le regardent quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Après, tu leur donnes un devis. En vrai, ils sont pas experts en bâtiment. Hein, et Ouais, la plupart ouais, du temps, ils se connaissent ouais, pas très ouais. bien. Enfin, c'est. je sais très bien comment ça fonctionne. Après, pour tout ce qui est un peu stratégie patrimoniale, rappelez-vous que dès que vous faites des travaux, pour ceux qui sont dans des sociétés à l'IS, etc., C'est déductible. ça fait de l'amortissement déductible, donc un déficit qui est un peu creusé. Donc vous payez moins d'impôts et on est content quand c'est comme ça. Et bien évidemment, votre valeur patrimoniale augmente si vous faites des travaux
énergétique. Donc en C'est soi, c'est une bonne chose. Peut-être un dernier point, ça c'est pour ceux qui iront un peu loin dans les travaux, mais je trouve intéressant de le savoir. Renseignez-vous sur le pouvoir d'isolation des matériaux que vous allez utiliser. C'est-à-dire que si vous devez isoler, ne partez pas, parce que par exemple, c'est vrai que dans le bâtiment, en général, les artisans ils utilisent laine de verre, laine de roche en isolant. C'est pas non plus le meilleur isolant qui existe actuellement. C'est mais surtout ça un coûte moins isolant cher, que les... non? Pas forcément. C'est surtout un isolant que les artisans ont l'habitude D'utiliser. d'utiliser. Mais il faut savoir que par exemple votre laine de verre, à partir du moment où elle est humide, parce que il y aurait de l'eau qui se serait infiltrée dedans, elle n'a plus aucun pouvoir d'isolant, parce que justement le principe de l'isolant, c'est d'empêcher les ponts thermiques. Si ta laine de verre elle prend l'eau, en fait elle est gorgée d'eau, donc c'est l'eau à l'intérieur de ta laine thermique qui fera un excellent de ta laine de verre qui fera un excellent pont thermique en fait. Mm. Par contre, moi, il y a un autre isolant que je préfère utiliser quand j'isole, c'est le polystyrène, qui déjà est beaucoup mieux résistant à l'eau et parfois moins cher. Et surtout qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire des économies, par exemple, si vous êtes sur un vieux bâtiment qui a des murs en pierre ou des murs en béton et que vous voulez essayer de perdre le moins de place possible, plutôt que de refaire directement des rails placo, etc., ce qui peut parfois être moins cher, c'est d'acheter, maintenant ça existe directement Leroy Merlin, des plaques de placo qui contiennent directement du polystyrène en fait, intégré dans la plaque de placo. Elle est un peu plus épaisse, forcément, elle coûte un peu plus cher, mais vous pouvez directement la fixer ou la coller sur le mur et ça vous permettra de isoler le mur directement et d'essayer de perdre le moins de centimètres possible, quoi. Ouais. Parce que ça fait, le problème, c'est qu'aussi, si tu isoles et que tu perds des mètres carrés, quand tu revends, tu revendras moins de mètres carrés, donc ça sera plus compliqué de valoriser ton bien. C'est sûr. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur le fait d'acheter une passoire thermique? Moi, je pense que, sauf si vous y connaissez bien en travaux, pour un premier achat, vaut mieux éviter. C'est pas forcément toujours une bonne idée de se lancer là-dedans. Par contre, voilà, intéressez-vous au sujet et n'excluez pas forcément un bien. En tout cas, si c'est pas votre premier OP, n'excluez pas un bien parce que c'est une passoire thermique, mais regardez plutôt bien par bien lesquels sont faciles à optimiser là-dessus. Et c'est là que vous ferez des excellentes affaires qui valoriseront votre parc immobilier et où vous pourrez créer du patrimoine. On vous remercie de nous avoir écoutés. Pour ceux que ça intéresse, on ouvre les places d'avril en coaching, en accompagnement. Tout ça, c'est des sujets qu'on aborde et sur lesquels on vous accompagne. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à kittleboomerdream@gmail.com ou à nous écrire sur la flouserie ou kittleboomerdream, on prend les deux. Et à mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.